Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc sur les 10 questions d'actualité, je vais laisser Caroline vous présenter en quelques mots qui nous sommes chez Kiro. Donc, bonjour à tous, moi c'est Caroline, je suis la responsable commerciale de chez Kiro. Donc Kiro, c'est avant tout le partenaire juridique des CSE. Notre mission principale, c'est fournir un soutien efficace finalement à travers trois piliers qui vont être l'accompagnement juridique, la formation et la rédaction de PV. Donc Kiro, on a été créé en 2020 par Gaël Bill, donc notre PDG. Et en quelques années, on a su s'imposer comme un acteur finalement de référence dans notre domaine. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 450 CSE à travers la France. Notre équipe, elle est composée de 30 personnes qui sont basées essentiellement à Montpellier. Et maintenant que vous en savez un peu plus donc, sur Kiro, je vais redonner la main à Océane qui va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci Caroline. Avant de rentrer dans le vif du sujet réellement, je vais quand même me présenter aussi rapidement. Je m'appelle Océane, je suis juriste formatrice chez Kiro. Avant ça, j'ai travaillé pendant 4 ans à la Cour d'appel de Montpellier au sein des chambres sociales. Et chez Kiro, je suis responsable qualité formation. Aujourd'hui, on va aborder ensemble 10 actualités autour du thème du harcèlement. Actualités liées à l'année 2024 début 2025 pour certaines. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation dans les questions-réponses ou sur le chat si jamais vous ne trouvez pas questions-réponses. Et on y répondra avec plaisir en fin de session. Donc c'est parti. La première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment se prouve le harcèlement? Parce que bien souvent, les salariés victimes de harcèlement hésitent à aller en justice parce qu'ils ne savent pas trop comment prouver le harcèlement. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que ils n'ont pas à tout faire, ils n'ont pas à apporter toutes les preuves. La preuve est partagée. Donc il y a eu un changement d'ailleurs ces dernières années. Ça s'est simplifié la preuve de la part du salarié, puisque le salarié il doit simplement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Et ça sera ensuite à l'employeur d'y répondre, avec des éléments objectifs qui montrent que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement. On peut apporter tout un tas de preuves différentes pour les éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Ça peut être des échanges de mails, des SMS, des courriers, des comptes rendus de réunion, des certificats médicaux. Alors plutôt si on veut dans le certificat médical qu'il y ait un lien avec le travail, plutôt du côté médecine du travail, si on veut juste attester de l'état de santé de la personne, ce qui peut être déjà très important comme preuve, ça sera le médecin traitant, un psy que verrait la personne, mais qui ne serait pas lié avec la médecine du travail. Mais dans ce cas-là, ce personnel médical-là ne peut pas, dans le certificat médical, faire lui-même le lien avec une situation de harcèlement qui se passerait au travail. Il peut juste attester de l'état de santé de la personne, mais c'est déjà une bonne preuve. Les témoignages écrits, évidemment, des attestations, hein, on a tout un tas d'attestations de témoins de différentes personnes qui peuvent être apportées. De préférence, en utilisant le document CERFA, le modèle officiel d'attestation de témoins qui est disponible sur Internet et qui est mis à disposition par le ministère de la Justice, au moins, il remplit toutes les questions de forme sur la preuve en justice. Et après, toutes des messages qui peuvent attester de propos dégradants. L'actualité, c'est le fait qu'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale n'est plus forcément écartée lors d'un procès. Donc ça a été jugé en lien avec les enregistrements à l'insu d'une personne. Donc au- aujourd'hui, il n'est plus exclu d'enregistrer le harceleur à son insu pour avoir une preuve. Ça a été jugé par la Cour de cassation en 2024 et ça avait déjà été jugé d'ailleurs en fin 2023. Donc l'enregistrement à l'insu d'une personne qui est illicite, hein, ça reste interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu, il peut être reçu comme preuve s'il est indispensable au droit de la preuve
et si l'atteinte, par exemple, au droit au respect de la vie privée est proportionnée au but, donc qui est de prouver un harcèlement. Il serait indispensable si, par exemple, ça se passe à huis clos. Donc voilà pour la première question. Ensuite, la deuxième question qu'on se pose, donc faut-il forcément des faits répétés? Alors oui, par principe, oui, le harcèlement suppose des faits répétés, donc, mais même s'ils doivent être répétés pour que le harcèlement moral soit reconnu au sens du Code du travail, il faut savoir que la durée des agissements, comme la fréquence, importe peu. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux fois le même fait ou deux faits différents sur une longue période ou sur une courte période, peu importe. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé donc que le harcèlement moral, enfin rappelé que le harcèlement moral n'implique pas que la répétition exigée s'attache à des agissements de nature différente. Donc un agissement de même nature qui se répète constitue du harcèlement moral. Donc ça, on parle de harcèlement moral, mais déjà, c'était déjà prévu pour le harcèlement sexuel, ou d'ailleurs, sans qu'il y ait eu besoin de décision de justice à ce sujet, le Code du travail assimile au harcèlement sexuel un acte unique à partir du moment où c'est une forme de pression grave exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que ce soit au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc dans ce cas, l'auteur du harcèlement, il pourra pas se cacher derrière une mauvaise plaisanterie ou un humour un peu lourd. Donc le harcèlement, il pourrait être caractérisé même si l'auteur n'avait pas une réelle intention d'obtenir les actes de nature sexuelle, et dans ce cas-là, c'est juste un acte. Ensuite, la Cour de cassation est venue préciser un petit peu et consacrer dans certains cas des notions de harcèlement de meute, harcèlement d'ambiance, harcèlement institutionnel. Donc de quoi il s'agit? Le harcèlement de meute, c'est le fait donc qu'une personne peut être pénalement punie pour du harcèlement moral ou sexuel, même si elle n'a pas agi personnellement de façon répétée. Donc dans le cadre d'un mouvement dit de meute, un mouvement de meute, de groupe. Donc la Cour de cassation, elle l'a récemment illustré à propos de cyberharcèlement et d'un message haineux sur les réseaux sociaux. Elle a ressorti en fait de ces faits que le juge, il n'a pas besoin de vérifier que le message a bien été lu par la personne qui a été harcelée, ni identifier, ni dater les messages qui émanent d'autres personnes. À partir du moment où l'auteur a pris une part personnelle à des propos ou des comportements répétés, il peut être condamné quand il est dans un groupe. Le harcèlement environnemental, d'un autre côté, donc ça concerne le cas où la victime elle n'est pas directement visée par les propos sexistes, mais que ces propos ils deviennent tellement insupportables que ça crée un harcèlement. Alors sexiste, parce qu'en l'occurrence c'était des propos sexistes, mais ça vaut aussi pour les propos sexuels. Donc c'est d'abord le défenseur des droits, on en reparlera un petit peu après, un petit peu plus tard, le défenseur des droits qui a plaidé pour la reconnaissance de ce harcèlement environnemental, harcèlement d'ambiance. Ça avait déjà été reconnu par une cour d'appel, la cour d'appel d'Orléans en 2017, à propos d'une salariée qui a dénoncé un environnement de travail ponctué, entre autres, hein, il y a d'autres choses, mais de blagues à connotation sexuelle. Et ça s'est retrouvé de nouveau devant, cette fois-ci, la Cour d'appel de Paris en fin 2024, fin novembre 2024. Et ça concernait une salariée qui estimait avoir subi un harcèlement discriminatoire en raison de propos sexistes qu'elle a essuyés, donc parce que c'était une femme, et qui s'inscrivait en plus dans une ambiance avec des propos à caractère sexuel et sexiste. Et donc ça a de nouveau été reconnu donc, par les juges. Et enfin, le harcèlement institutionnel. Selon la Cour de cassation, il y a harcèlement moral institutionnel lorsque des dirigeants déploient une politique d'entreprise qui, en connaissance de cause, conduit à une dégradation des conditions de travail de tout ou partie de leurs salariés. Donc ça a été consacré en 2025, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a consacré cette notion en janvier 2025. Et elle a souligné donc qu'il n'est pas imposé que les agissements répétés, donc au sens du harcèlement moral, donc s'exercent à l'égard d'une victime déterminée
ou dans une relation interprofessionnelle entre l'auteur et la victime. Le simple fait que auteur et victime appartiennent à la même communauté de travail est suffisant. Et dans ce cas-là, on peut sanctionner donc pénalement l'auteur du harcèlement. Ensuite, la quatrième question donc, qu'on vient se poser aujourd'hui, donc un salarié qui dénonce du harcèlement est-il protégé contre toute sanction ou discrimination? Alors oui, c'est la bonne nouvelle, puisque on ne peut pas licencier un salarié pour avoir relaté ou dénoncé des faits de harcèlement, que ce soit des faits qui sont personnellement commis ou qui subis, pardon, ou des faits qui sont subis par une autre personne. Donc on ne peut pas licencier pour ce motif-là, même si en fait il s'avère que les faits ne sont pas fondés ou qu'en fait il n'y a pas harcèlement. La seule exception à cette protection, c'est la mauvaise foi. Mais la mauvaise foi, dans ce cas-là, c'est pas dénoncer quelque chose et ensuite on arrive à prouver que c'est pas vrai. C'est dénoncer quelque chose en sachant que les faits sont faux. Et ça a été rappelé donc dans une affaire relative à du harcèlement moral en décembre 2024. Et dans ce cas-là, si le salarié qui a dénoncé les faits est licencié, et qu'il conteste évidemment son licenciement parce qu'il considère que c'est en lien avec la dénonciation, en fait, les juges ils vont d'abord regarder si le licenciement il repose sur un motif justifié ou non. Si le motif tient, le salarié il devra lui-même démontrer que ça cache derrière une sanction liée à la dénonciation du harcèlement moral. Par contre, à l'inverse, si les faits fautifs pour lesquels il a été licencié ne tiennent pas, donc si les juges considèrent que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, dans ce cas-là, ça sera à l'employeur de prouver qu'il n'y avait aucun lien entre le licenciement et la dénonciation du harcèlement. Et là, c'est un peu plus dur. Sinon, ça sera un licenciement qui sera nul, puisque fondé sur une dénonciation de harcèlement. Ensuite, question numéro 5. Donc, qui peut aider le salarié victime? Donc au-delà évidemment du service RH qui doit tout faire pour protéger ses salariés, mais on y reviendra. Cette mission d'aide, elle peut également être remplie par le CSE et le défenseur des droits. Vous avez dit qu'on y retournerait sur le défenseur des droits. Donc le CSE, sa mission, donc l'une de ses missions, c'est la prévention du harcèlement moral et sexuel, la désignation d'un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, ça c'est au moins un référent dans chaque CSE, le déclenchement d'une enquête éventuellement, avec l'employeur ou non, pareil, on y reviendra, et l'accompagnement des victimes, donc peut-être à trouver une aide extérieure, à se diriger vers une association, à essayer de trouver un avocat, à l'aider à constituer son dossier. Et on a également de l'autre côté le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui est reconnue par la Constitution et qui est chargée de veiller au respect des droits et libertés des citoyens. Donc à ce titre, le défenseur des droits, il peut mener sa propre enquête. Alors évidemment, il faut le saisir, il faut faire une véritable dénonciation, un signalement sur leur site internet, c'est gratuit. Il peut mener sa propre enquête et demander à l'employeur des explications, par exemple. Donc le défenseur des droits, ça peut être une alternative à la saisine de la justice, mais il y a quand même certaines limites, puisque son rôle, c'est de faciliter le règlement des litiges liés aux droits fondamentaux, sans passer par une procédure judiciaire longue et coûteuse. Mais ces décisions, elles n'ont pas de force contraignante comme un jugement. Le défenseur des droits, il peut également intervenir en cas de procès et présenter des observations écrites ou orales devant un conseil de prud'homme, par exemple, ou une cour d'appel. Alors, c'est un droit très important à connaître pour les salariés, parce que le défenseur des droits, il aura un poids important également, donc en cas de litige.
Ensuite, question numéro 6. Alors, je vois hein, au fur et à mesure qu'il y a des questions que vous vous posez en lien avec ce que je développe. Vous inquiétez pas, j'y reviendrai à la fin. Donc, question numéro 6. Le CSE peut-il agir en justice pour défendre un salarié? Alors, non. Par principe, non, puisque la Cour de cassation considère, et c'est en lien avec toutes les règles légales derrière, la Cour de cassation considère que le CSE n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession. Donc ça a été réaffirmé récemment, c'est régulièrement réaffirmé. Euh, donc il n'y a aucune règle qui donne au CSE le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile, par exemple dans une action pénale, sans avoir à justifier un préjudice personnel qui découlerait directement des infractions poursuivies. Euh, Par contre, pour les syndicats, une action en justice est envisageable, mais uniquement dans un cas précis. C'est si la victime de harcèlement est un représentant du personnel, donc par exemple un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, et c'est ça qui est vraiment important, et qu'un lien avec son mandat est présumé. Donc il n'y a que cette situation qui permet à un syndicat d'agir en justice. On peut quand même lier ça, faire le parallèle avec les pouvoirs du CSE, puisque dans la même situation, si on n'a pas un syndicat mais qu'on a un CSE avec un élu, si un élu qui est harcelé évidemment, si le harcèlement est directement en lien avec le mandat d'élu, CSE, par exemple, si le salarié est un élu, que l'employeur l'empêche de s'exprimer en réunion, le dénigre devant les autres salariés en disant qu'il est inutile, qu'il sert à rien, qu'il vaudrait mieux qu'il soit pas élu, ou des choses comme ça, le CSE, il serait fondé à agir en justice pour faire reconnaître le délit d'entrave. Donc il agirait pas pour le salarié, mais pour l'entrave que le CSE subit. En parallèle, éventuellement, de l'action dont dispose l'élu. Mais dans ce cas, donc, ce sont bien les intérêts du CSE qui seraient menacés et pas uniquement ceux du salarié. Autre question, donc question numéro 7, l'enquête interne de l'employeur est-elle obligatoire ou non? Alors, par principe, non. Le fait de faire une enquête, c'est pas une obligation en soi, mais c'est seulement un moyen de protéger les salariés. Donc de manière générale, dès que l'employeur prend connaissance de faits de harcèlement suspectés ou avérés, il doit réagir et prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés. Donc c'est son obligation de sécurité, hein, ça rentre dans le cadre de son obligation de sécurité, et il a aussi une obligation de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc si l'employeur il prend d'autres mesures suffisantes, dans ce cas-là, il ne manque pas à son obligation de sécurité. Même si, par principe, faire une enquête, c'est quand même la mesure la plus efficace, on va dire, au moins pour réagir, la première chose à faire pour réagir à une dénonciation de harcèlement. Donc en tant qu'élu CSE, également, donc si vous constatez une atteinte aux droits des personnes ou à leur santé physique et mentale résultant de faits de harcèlement, vous pouvez utiliser votre droit d'alerte. Et dans ce cas-là, l'employeur n'aura pas d'autre choix que de déclencher sans délai une enquête avec l'élu ou les élus à l'origine de l'alerte. Comme ça, au moins, ça l'oblige à faire une enquête. À savoir que donc il y a une décision une décision cadre pardon du défenseur des droits du 5 février 2025 qui fait de cette enquête interne une étape indispensable lorsque l'employeur reçoit un signalement de harcèlement sexuel ou de discrimination qui nécessite des investigations complémentaires. Donc le défenseur des droits, il a affirmé une position plus dure que celle de la Cour de cassation, mais comme je vous disais juste avant, c'est pas des décisions contraignantes, celles du défenseur des droits. On va dire qu'ils sont là un peu plus pour faire bouger les choses et pour inciter le législateur et les juges à améliorer le traitement des discriminations et du harcèlement, mais ça reste une décision qui n'a pas la même force qu'un jugement.
Voilà, donc bon, en même temps, j'en profite, du coup, ça a répondu finalement à la question donc sur le fait qu'il y ait des décisions de défenseurs des droits qui sont contestées devant la cour d'appel. Oui, ça arrive du coup parce que c'est pas la même décision. D'ailleurs, deux cours d'appel peuvent avoir un point de vue différent si le droit n'est pas clair. Un petit aparté du coup. La question numéro 8 ensuite, donc combien de temps a-t-on pour agir après la rupture de son contrat? Alors, la réponse c'est qu'on a 5 ans. Lorsqu'un salarié donc conteste la rupture de son contrat de travail, normalement, le délai pour agir en justice, c'est 12 mois. 12 mois à compter de la rupture, à côté de la notification de la rupture. Mais toutes les actions qui portent sur la rupture du contrat de travail, qui sont fondées sur du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, peu importe la forme de harcèlement, la prescription, c'est 5 ans. Donc 5 ans à compter soit du dernier fait, soit à compter de la rupture du contrat de travail, si la rupture est en lien avec du harcèlement ou que c'est le dernier fait de harcèlement, par exemple, dont on se prévaut. Ensuite, faut-il choisir entre une action en harcèlement et en discrimination? Alors, non. Non, un salarié qui s'estime à la fois victime de harcèlement et de discrimination et qui va devant le juge n'a pas à choisir entre les deux. C'est vraiment deux préjudices distincts qui doivent être réparés séparément. Ça a d'ailleurs été illustré récemment dans une situation où un salarié a évoqué une discrimination syndicale et du harcèlement moral. Donc c'est vraiment deux préjudices distincts qui peuvent faire l'objet de dommages et intérêts pour le harcèlement et pour la discrimination. Par contre, il va falloir démontrer, comme toute demande de dommages et intérêts, l'existence de ces deux préjudices distincts et leur étendue pour que ça soit indemnisé. Et enfin, donc le harceleur peut-il être écarté de l'entreprise? Euh, donc l'employeur, il peut évidemment décider de licencier pour faute un salarié auteur de faits de harcèlement moral, mais il faut savoir que la faute grave et donc la rupture immédiate du contrat de travail n'est pas automatiquement justifiée, puisqu'effectivement la faute grave, c'est une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc ça va dépendre en réalité de l'importance du harcèlement. Par exemple, même si c'est pas, ça doit être sanctionné quand même, il doit y avoir simplement une sanction qui soit adaptée à la gravité de la faute commise. Donc tout va dépendre des faits et de l'appréciation des juges, donc notamment si les faits ont été très brefs et ont cessé tout seul, sans l'intervention de l'employeur, bon, bah, là peut-être que la faute grave ne serait pas forcément adaptée. Il y a d'autres panels de sanctions, tant qu'elles sont prévues dans le règlement intérieur, on peut les utiliser. Euh, Après, en début d'année 2024, la Cour de cassation elle avait déjà reconnu qu'une faute grave pouvait quand même être constituée, malgré l'ancienneté de la personne et l'absence d'antécédents disciplinaires. Mais les juges ont précisé début 2025, d'ailleurs, qu'un risque de harcèlement sexuel peut constituer aussi une impossibilité de réintégrer le salarié en cas de licenciement nul. Voilà. Donc c'est vrai que ça dépend, ça dépendra vraiment donc des faits et de l'appréciation des juges du fond. Donc ça c'était donc pour nos 10 questions, 10 actualités autour du harcèlement. Donc on arrive à la fin de la partie présentation, donc j'espère déjà que ces informations vous ont été utiles et qu'elles vous permettront d'aborder donc vos missions d'élus avec encore plus de sérénité. Mais donc avant de conclure, comme je vous disais, donc je vais prendre maintenant un moment pour répondre à vos questions une par une, pour essayer d'apporter des éclaircissements sur les points qui vous intéressent le plus. Alors, je prends un petit peu dans l'ordre ou le désordre, on va voir. Donc il y a un référent harcèlement au CSE. Je regarde dans le chat là par exemple. Est-ce bien à lui qu'il faille dénoncer le harcèlement ou directement à l'employeur? Les deux sont possibles. Alors on n'est pas obligé de dénoncer directement à l'employeur.
on n'est même pas obligé forcément de dénoncer directement au CSE ni au référent harcèlement. En fait, il faut vraiment inciter les personnes victimes de harcèlement à, à s'adresser prioritairement à la personne avec laquelle elle se sent le plus à l'aise dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça l'aidera à la mettre en confiance, à développer davantage la situation de harcèlement et sans avoir la pression d'être peut-être jugé derrière. Et après, c'est vrai que s'il y a un référent harcèlement dans le CSE, par principe, il est censé être formé, donc c'est toujours mieux d'aller voir le référent harcèlement du CSE, d'en rediscuter, d'essayer d'identifier les différents faits qu'on peut relier à cette situation de harcèlement et ensuite, si le salarié est d'accord, dénoncer ces faits auprès de l'employeur. À savoir par contre que si on s'adresse à un supérieur hiérarchique, par exemple, on se plaint, moi voilà, je suis pas bien dans mon équipe, j'ai l'impression que j'ai le sentiment qu'il y a un autre salarié de mon équipe qui me harcèle, j'en parle à mon supérieur hiérarchique, c'est comme si vous en parliez à l'employeur. Donc la réaction du supérieur hiérarchique, ça sera en fait juridiquement la réaction de l'employeur. Donc si le supérieur hiérarchique dit non mais c'est bon, mets un peu d'eau dans ton vin, laisse couler, oublie-le, ben c'est une mauvaise réaction et ça serait assimilé comme une mauvaise réaction de l'employeur, même si derrière, quand vous avertissez le service RH, il y a une bonne réaction. Malheureusement, la première réaction, ça aura été une négation, on va dire, du sentiment du salarié, et là, c'est pas bon pour l'employeur. En termes de délai pour l'intervention du défenseur des droits, alors malheureusement, ils sont quand même très sollicités, et pour des sujets aussi alors, qui sont d'une envergure qui dépasse, on va dire, l'individu. Donc, ils vont peut-être donner un peu plus la priorité à des énormes dossiers de discrimination, par exemple une discrimination à l'embauche dans un groupe entier ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas vraiment, après, vous pouvez déjà vous rapprocher d'eux hein, pour poser la question et anticiper, en demandant peut-être aussi s'ils privilégient un canal plutôt qu'un autre, est-ce que c'est mieux de les contacter par téléphone, etc. C'est plutôt de l'anticipation à avoir. Le lien ensuite entre la procédure de lanceur d'alerte, hop là, c'est descendu, et j'ai perdu la question, et le harcèlement, c'est bon, j'ai retrouvé. Le lien en lanceur d'alerte en tant que salarié, parce que alors moi, l'alerte dont je vous parlais, c'était l'alerte du CSE. Donc là, c'est différent, hein, l'alerte du CSE et la procédure de lanceur d'alerte. Mais en soi, en tant que salarié, en fait, vous êtes un salarié qui n'est pas élu et qui dénoncerait des faits de harcèlement, il serait protégé effectivement au même titre qu'un lanceur d'alerte, dans le sens où il ne peut pas être sanctionné ou licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement. Mais on va dire que c'est quand même deux procédures un peu distinctes. Il y a une protection similaire, mais c'est deux procédures distinctes, puisque le lanceur d'alerte, par principe, c'est plutôt pour dénoncer un crime ou un délit commis par l'employeur. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. Donc, hop. Un licenciement suite à une sanction disciplinaire peut-il être engagé lorsqu'un un salarié a saisi le référent harcèlement? Ou un licenciement suite à une sanction disciplinaire? Si je comprends bien, c'est si, si le salarié est victime d'une situation de harcèlement, euh, si ah oui, le salarié qui a été sanctionné disciplinairement, il saisit le référent harcèlement et derrière il y a un licenciement qui est prononcé. Alors, en pratique, oui, si c'est pour une faute extérieure à la dénonciation de harcèlement. Si le salarié a commis une faute grave et que en même temps il est harcelé, bon, s'il n'y a aucun lien entre la faute qu'il a commise et le harcèlement, enfin, l'employeur peut toujours licencier le salarié. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait aucun lien, sinon ça pourrait être contestable. Parce que si la faute ne tient pas, dans ce cas-là, le licenciement généralement sera requalifié si le salarié agit en justice en licenciement nul.
Ensuite, alors on est dans une autre ambiance sur la question suivante. Donc, comment on peut classer un salarié qui non seulement harcèle moralement un autre salarié, mais qui a également cherché à le frapper? Quelles sont les sanctions possibles? Alors évidemment, hein, l'agression, qu'elle soit physique ou verbale, hein, ça peut justifier une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Euh, donc à la limite, l'agression, c'est même plus simple dans ce cas, dans le sens où il n'y a pas de notion de répétition. C'est déjà une faute en soi de chercher à frapper un de ses collègues. Donc s'il y a des éléments de preuve, le licenciement pourrait tenir uniquement sur ça. Après, ça pourrait aller jusqu'au licenciement pour faute grave, sans problème. Après, ça dépend des circonstances euh, du conflit. Et un référent harcèlement peut-il demander une enquête auprès de la direction suite à un harcèlement? Euh, donc oui, alors bien sûr. Après, le problème, on va dire, c'est lié à un vide dans le Code du travail à ce sujet. C'est que le Code du travail oblige tous les CSE à désigner au moins un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, mais il s'arrête là. Il n'y a rien d'autre sur ses missions, sur ses prérogatives, ses moyens. Donc, si vous n'avez pas intégré dans le règlement intérieur de l'entreprise et ou du CSE ou dans une charte qui aurait été mentionnée dans le règlement intérieur ou dans une note de service pour lui donner de la force, une force contraignante, si vous n'avez pas intégré cette procédure, donc de dire que le référent harcèlement est associé à l'enquête faite par l'employeur, euh, malheureusement, mis à part déclencher votre droit d'alerte en tant qu'élu, il n'y a rien qui oblige l'employeur à associer le référent harcèlement à l'enquête. Ensuite, alors je vais passer juste sur les questions donc, qui étaient dans les questions-réponses. Donc il y a une question qui a été posée en lien avec oui, des preuves qu'on peut apporter. Donc un certificat médical ou une ordonnance médicale suffisent à prouver le harcèlement. Alors à eux seuls, non. Mais ce sont des preuves qu'on peut apporter. Parce que le harcèlement, en fait, si on regarde un petit peu la définition du harcèlement, notamment le harcèlement moral, il faut qu'il y ait une dégradation des conditions de travail, enfin, que les agissements répétés entraînent, aient pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail. Et cette dégradation des conditions de travail, elle peut se manifester sous trois formes: l'atteinte au droit ou à la dignité, le fait de compromettre l'avenir professionnel du salarié, victime, et l'altération de la santé physique ou mentale. Donc nécessairement, un certificat médical, ça peut prouver l'altération de la santé physique ou mentale, et donc ça peut être apporté pour démontrer un harcèlement, mais il faudra l'associer à d'autres éléments. D'ailleurs, c'est en lien avec la question d'après. Donc, les captures d'écran sont-elles une preuve si le harceleur a supprimé tous ses messages sur la messagerie d'entreprise? Alors, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de produire les captures d'écran. C'est un bon réflexe, mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir l'original du message, parce que, on le sait tous, hein, les captures d'écran, ça reste des images. Une image, surtout de nos jours, et en fonction des capacités de chacun, mais on peut facilement la modifier ou en créer. Et le fait d'avoir l'original, ça permet, en cas de litige, de produire la capture d'écran. Et si jamais derrière l'employeur, parce qu'en général, du coup, ça se passera au niveau du conseil de prud'homme, l'employeur dit, ben non, c'est faux, ça a été monté de toutes pièces. Si on a gardé l'original, on pourra demander à faire un constat par un commissaire de justice, nouveau nom des huissiers, ceux qui ne le savaient pas, pour attester de la réalité de ces messages. Après, effectivement, si le harceleur a supprimé tous ces messages sur la messagerie d'entreprise et qu'il n'y a plus aucune trace, la capture d'écran, ça sera toujours utile. Voilà, si on peut essayer de se transférer les messages ou faire une extraction de la conversation pour ensuite éventuellement la montrer à l'huissier au commissaire de justice qui aurait à faire son constat, c'est encore mieux.
Alors celle-là, du coup, j'ai déjà répondu. Alors non. La question d'après, j'ai anticipé la réponse, mais la question d'après, donc sur le référent harcèlement, peut-elle être mis en cause pour inaction s'il avait connaissance des faits? Non. S'il avait conscience des faits, non. C'est comme pour un salarié classique, hein. On peut pas, on va pas vous reprocher de n'avoir rien fait, de n'avoir rien dénoncé, si vous avez conscience des faits. Euh, Ça, bien sûr que non, c'est plutôt un moyen d'améliorer les situations en entreprise que de désigner un référent harcèlement et pas une pression qui doit peser sur le référent harcèlement d'être aux aguets de toutes les situations, de tout dénoncer, etc. Non. Et il faut vraiment, on peut pas être responsable, rendu responsable pour une inaction. Ensuite, un référent harcèlement peut-il demander... Ah oui, non, j'ai déjà répondu. Une enquête auprès de la direction. Euh, Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions. Ah si, il y a juste une dernière. Donc, notre direction relativise régulièrement les problèmes de harcèlement moral que subissent certains de nos salariés avec un seul des salariés qui semble protégé. Que faire face à cela? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent. Euh, Si la direction réellement ne fait rien, alors surtout gardez bien des traces écrites du fait que vous avez averti la direction de cette situation, sur les conséquences que ça peut avoir sur les salariés en termes de, je sais pas, baisse de productivité, mauvaise ambiance, etc., de la pression. Donc bien garder une trace de tout ça, des réactions ou de l'absence de réaction de la direction. Et si la direction ne fait rien, ben, la solution, hein, elle est toute trouvée, c'est l'inspection du travail. Et si vraiment les salariés euh, subissent du harcèlement, s'il y a plusieurs salariés qui subissent du harcèlement, on peut aussi, hein, ça reste un délit, on peut porter plainte. Donc vous pouvez, enfin des salariés qui subissent le harcèlement peuvent agir en justice contre l'auteur du harcèlement pour le coup. Euh, et, euh, et là, donc il y aura une enquête donc, euh, faite par le procureur de la République, donc suite à la plainte, éventuellement. Voilà. Mais sinon, l'inspection. Déjà, l'inspection du travail, c'est déjà une bonne étape et ça permettra, enfin, ça n'exclut pas hein, la possibilité de saisir la justice aussi pour mettre en cause la responsabilité de l'employeur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour donc de toutes vos questions. Donc merci pour votre écoute. Je vais laisser le mot de la fin à Caroline. Euh, donc merci, voilà, merci d'avoir suivi ce webinaire et j'espère à bientôt avec Kiro. Euh, Caroline, on t'entend pas. Oui. Ouais. Merci Océane pour toutes ces informations bien utiles. Avant de nous quitter, je tiens à vous rappeler que voilà, si vous souhaitez vous faire accompagner, vous pouvez nous solliciter soit sur de l'accompagnement juridique, soit sur de la formation. On reste à votre écoute. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail. Quoi qu'il arrive, vous allez recevoir un mail avec le replay du webinaire et le support. Donc, merci encore à tous pour votre participation, votre engagement et j'espère que ce webinaire vous aura apporté toutes les réponses que vous attendiez. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt. À bientôt. Bonne journée.